Aujourd'hui, le grenier Jeanne Teny a le plaisir de recevoir pour vous Jean-Luc Werpin pour son recueil Éphéméride, paru dans la collection Les Chants de Jeanne sous le numéro 30. Un entretien mené par la toujours rafraîchissante Marguerite Marie-James. Bonjour Jean-Luc Werpin. Bonjour Marguerite Marie. Vous êtes le bienvenu au grenier. Oui, je demandais à mon épouse si elle entendait. Oui. Vous êtes le bienvenu au grenier. Mais je suis content. Voilà. Alors on va peut-être commencer par le commencement. Parlez-nous un petit peu de votre enfance. Comment ça s'est passé? Comment a débuté Jean-Luc Werpin? Ah bien, il a débuté le 30 juin 1949 dans un petit village aux marches de l'Ardenne, c'est-à-dire à Marlois, hameau de Waha, aujourd'hui devenu partie de la commune de Marche-en-Famenne. Voilà, je suis né le 30 juin 1949. Que vous dire d'autre? J'ai vécu à Marlois jusqu'à l'âge de 4 ans, jusqu'en 1953. Date à laquelle nous sommes venus habiter à Bruxelles, parce que papa avait trouvé du travail à Bruxelles. Le temps de faire son essai, voilà comment ça se faisait à ce moment-là. Et puis alors, mes parents ont décidé de déménager, on est venu habiter à Bruxelles. Quoi. Vous avez des souvenirs de la région de Marlois? Oui, j'ai des souvenirs parce que j'y passais mes vacances, mais bon, j'y passais quasiment toutes les vacances scolaires, quoi. Et bon, quand j'étais tout petit, premier souvenir peut-être, je vais parler de mon premier train, quoi. Une petite Micheline qui faisait un 8, et qu'il fallait remonter quand elle avait fait 2 tours, quoi. Mais j'ai gardé ce souvenir-là, c'est un bon souvenir, ça c'est certain, ça. Et vos parents, que faisaient-ils? Oh, maman s'occupait du ménage, et papa, c'était un employé aux ascenseurs autistes, quoi. Simplement. Alors, vous avez fait l'école primaire comme tout le monde. Oui. Où ça? À Saint-Gilles, chez les frères maristes. Ah. Et vous étiez un très bon élève? Oui, j'étais un élève correct, quoi. Jusqu'en primaire, ça s'est très bien passé. Après, ça s'est assez bien gâché, quoi. Enfin, j'avais eu des problèmes avec l'autorité, avec tout. Voilà. Donc, je crois, oui. Et donc, l'adolescence, vous arrivez dans vos humanités. Qu'est-ce que vous faites pendant vos humanités? Pas grand-chose. Pas grand-chose de bon. Finalement, je n'ai pas poursuivi au-delà et je me suis retrouvé sur le marché du travail, en changeant plusieurs fois d'ailleurs d'employeur, jusqu'à ce que, en 1980, je commence à travailler au chemin de fer, et là, j'y suis resté 32 ans. Oui, mais vous avez un petit peu brûlé les étapes là, parce que vous m'avez dit que vous vous étiez senti rapidement mal à l'aise au sein d'une société qui ne répondait pas à vos aspirations profondes à l'époque où vous étiez adolescent. Et donc, c'était quoi ces aspirations profondes? Moi, je rêvais d'un monde plus fraternel, j'avais le sens de l'utopie, on va dire. Donc, quand on se retrouve confronté à la réalité, c'est pas toujours évident, quoi. Et vos parents, ils partageaient vos aspirations? Non, mes parents étaient très, très, très conformes à un ordre plus établi que moi, quoi, parce que Mais c'est le fait, et il ne faut pas oublier que mes parents ont passé leur jeunesse dans les années 20 et 30, donc ce sont déjà des enfants de personnes qui ont connu la guerre 14-18. Eux, ils ont connu les années 20, la Grande Dépression, et puis ils ont connu la guerre. Donc, ça se sentait dans ce qu'ils ont vécu, quoi. Bon, donc eux, ils n'étaient pas tellement optimistes. C'est vous qui étiez optimiste. Oui, moi j'étais optimiste à ce moment-là. J'étais fort optimiste, parfois même un peu trop. Je pensais qu'on pouvait changer le monde, mais enfin, j'en suis revenu, mais... Voilà, et donc à cette époque-là, comme beaucoup d'entre nous, c'est le Lagardé-Michard qui vous a accompagné pour les cours de français. Ah oui, le Lagardé-Michard avec le... Et pour moi, ce fut vraiment comme un pied à l'étrier dans le monde de la littérature et de la poésie, mais vous ne semblez pas l'avoir appréhendé de cette manière.
Qu'est-ce qui vous plaisait pas dans le Lagarde et Michard? D'abord, on présentait des extraits. Hein, donc, des extraits, je ne sais pas. Moi, quand j'aborde une œuvre, j'aime bien de l'aborder complètement. Et déjà, au moment où j'étais en humanité, quand on nous parlait du siècle des Lumières, j'avais déjà lu Tiphaine de la Roche, moi. Bon, et à ce moment-là, ce sont des gens qui sont complètement ignorés dans ce genre d'anthologie. Vous avez commencé à beaucoup lire à quel âge? À 14 ans, j'ai lu Huis clos, ça je m'en souviens. J'ai lu Giono aussi à ce moment-là. J'ai lu, mais je n'ai pas lu que des livres sérieux. Hein. J'ai lu beaucoup de littérature populaire aussi, parce que, un petit peu comme notre ami Patrick Deveau, ici présent, j'ai beaucoup aimé Bob Moran. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé la science-fiction aussi, des Ray Bradbury, enfin bon. Tout ce qui pouvait faire rêver, m'entraîner vers ailleurs, quoi. Et donc, finalement, vous finissez par devenir adulte comme tout le monde, enfin... Oui, bon, avec pas mal de bouleversements, mais je suis quand même arrivé. Je me marie, je rencontre mon épouse il y a 52 ans. Oui, c'est quasiment dans les dates, il y a 52 ans. Nous nous marions 2 ans plus tard. Il y a une fille qui arrive. D'accord. 1 an plus tard. Oui. Donc voilà... Et donc vous m'avez... du bonheur, quoi. Vous m'avez dit que vous aviez changé souvent d'employeur, car vous étiez toujours insatisfait du travail ou des gens. Mais qu'est-ce qui ne vous plaisait pas? Le côté répétitif du travail, le fait que ce soit toujours la même chose, reproduire toujours les mêmes gestes et tout. Tandis que quand je suis arrivé au chemin de fer, ça a été la révélation. Chaque jour était différent, je dirais même chaque heure. Moi, je m'occupais de la circulation des trains, donc il y avait une régulation des trains. Quand ils étaient en retard, on pouvait me taper dessus. Hein. Donc, je m'occupais des travaux. On dirigeait la mise en route des travaux, l'ordre de succession quand les trains devaient circuler à voie unique. Enfin, voilà, bon. Voilà. Donc, régler les incidents en cas d'accident grave avec des personnes, il y avait toutes les dispositions à prendre. C'était pas toujours évident, c'était épuisant, fatigant, mais qu'est-ce que c'était bon. C'était très très bon. Ça. Mais ces occupations professionnelles ne vous ont pas empêché de lire, et vous dites ne pas mépriser la littérature populaire. Pour vous, en fait, c'est quoi la littérature populaire? Ah, c'est une littérature toute simple. C'est quelque chose qui vous fait rêver, qui vous entraîne. Bon, je vais reprendre l'exemple des Bob Moran. Le premier que j'ai lu, c'était Les chasseurs de dinosaures. Le voyage dans le temps. C'est quelque chose de formidable. Puis j'ai relu La patrouille du temps de Poul Anderson, évidemment, parce que c'était... Enfin bon... Puis les contes des Mille et une nuits, ça fait partie de la littérature populaire, les contes des Mille et une nuits. Mais c'est extraordinaire. Quand vous lisez ça, vous êtes à Roum al-Rachid, au milieu de sa cour. Hein. Ce sont des moments qui sont... Oui, on vous imagine bien, oui, ça va. C'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire à vivre. Alors, dans la biographie que vous m'avez fait parvenir, vous écrivez que vous avez repris la plume en août 2016. Est-ce que ça signifie que vous aviez déjà écrit avant? Oui, j'avais écrit un petit peu, mais... Je sais pas, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Je n'ai pas gardé ces essais-là. J'écrivais un peu pompeux. Un peu pompeux. Franchement, à côté du style dépouillé que j'ai aujourd'hui, c'est... Mais donc, justement, en 2016, vous découvrez l'avatar francophone du haïku. Qui avez-vous trouvé qui vous est plu au point de vouloir en composer vous-même? Cette simplicité dans l'écriture. Le haïku est un poème ouvert. C'est-à-dire que celui qui l'écrit, il lui échappe, et puis après, il appartient à celui qui le lit. Et celui qui le lit s'installe dans ce poème à sa guise, quoi. Il vous a offert une fleur, c'est vous qui la faites éclore. Pas mal.
Parlez-nous de votre activité sur Facebook au sein d'un groupe ouvert aux amateurs de haïku, de votre collaboration aux anthologies du Haïku University, de votre satisfaction d'avoir été traduit en japonais, etc. Oui, ça c'était tout au début, ça c'est avec certains de mes amis qui se trouvent ici d'ailleurs dans la salle. Bonjour Françoise, bonjour Jacques et bonjour Alain. Bon, j'ai été invité par une personne qui avait vu que j'écrivais des haïkus. Donc une japonaise qui s'appelle Min Mokuse. Et alors elle m'a invité dans ce groupe. Et j'y étais de bon cœur. Et puis je voyais que mes petits textes étaient traduits en japonais. Ça me flattait énormément. Elle me dit, quand tu repars, c'est très gai. Et puis alors, elle a rassemblé des textes pour une anthologie mondiale. On va dire une anthologie mondiale. Mais en français, en japonais, en anglais et en italien. C'était les 4 langues qui étaient présentes dans l'anthologie. Au début, on a traduit 3 haïkus sur les 10 que j'avais proposés. Et puis après, dans les 5 éditions suivantes, mes haïkus au nombre de 10, parce qu'on était limité à 10 dans nos propositions, ont tous été acceptés, tous été traduits. Et on m'a demandé si je voulais bien animer des séquences de correction et de chercher quels étaient les beaux haïkus de la semaine. Et alors, je me suis plié à cet exercice et j'en ai fait quand même pas mal, quoi. Je dois en avoir fait une bonne quinzaine. Et puis après, lorsqu'est venue la publication de mon premier recueil, je me suis un petit peu éloigné de cette activité-là, quoi. Et alors, parmi ces haïkus, certains ont été distingués pour être présentés, commentés dans des revues qui sont purement japonaises, quoi. Voilà. C'est encore une petite fierté aussi. Ça fait du bien, ça fait un peu du bien à l'ego, comme on dit. Donc, vous avez ressenti le besoin d'explorer une voie plus personnelle et d'offrir à vos mots un nouveau costume. Ainsi est née la rédaction de Menu Monnaie, composée de petits poèmes très librement inspirés des haïkus et qui ont reçu une très belle critique de notre amie Martine Rouard. En voici quelques-uns que notre président va vous lire, mais tu as fait quelques commentaires chaque fois du texte qui va être lu. Non, Menu Monnaie, ça s'est passé autrement. Menu Monnaie, je pensais passer en auto-édition. Et j'avais vu sur Facebook Jacques Flamand, ce qui était un éditeur, et je m'apprêtais à lui demander quelques conseils, parce que je sais bien que c'est pas facile de tomber sur un éditeur. Et alors il me dit, mais enfin, pourquoi voulez-vous faire ça en auto-édition? J'ai dit, la difficulté de trouver un éditeur. Moi, je peux vous publier. Ah bon? Oui, je peux vous publier, je vous suis sur Facebook et j'aime bien ce que vous faites. Alors je ne peux pas vous publier tout de suite parce que c'était au début du confinement, parce que j'ai plein d'activités, mais envoyez-moi votre manuscrit vers septembre, on verra pour la fin de l'année 2020. Bon, confinement, je le recontacte à la fin, un mois et demi après ce premier entretien, et je lui dis, est-ce que les activités que vous avez prévues sont toujours d'actualité? Non. Alors je peux vous envoyer mon manuscrit? Oui, vous pouvez l'envoyer, mais au début du mois de juin. Fin mai, je lui envoie, évidemment, je ne sais pas attendre. Donc, et alors, tout s'est passé très vite. Le 8 juillet, le livre était publié, donc les Menus Monnaie étaient publiés. Voilà. Nuit sans sommeil. À l'écart des rêves, un peu plus de vie. Yeux clos, noyé dans l'infime, c'est infini. Ah oui, ça c'est important, ça. Parce que c'est l'instant. Et quand vous regardez bien ce qu'est un instant, c'est vraiment un infini. C'est infime.
c'est vraiment un infini. Sous les feuilles mortes se perd un chemin oublié, quelques rails rouillés. Peut-être souvenir d'une promenade que nous avons fait du côté de Saint... C'était sur la ligne Liège-Luxembourg, du côté de Saint-Vite, avec des trains oubliés sur lesquels il y avait les traverses 1907, traverses métalliques. Moins gris le ciel, le froid qui me consume, rien ne l'atteint. Vieil océan, te souviens-tu des naufrages? Les miens me hantent. Oui, ça, évidemment, ça, ce sont nos échecs que parfois où on peut se remémorer. Et vieil océan, je ne sais pas, j'ai aimé cette expression en la relisant dans Lautréamont. Dernière feuille. Un flocon passant l'emporte, sous blanche escorte. Convenu, quelques larmes s'échappent. L'atout du fossoyeur. Oui, les hommages funèbres, souvent, ne les prenons pas trop au sérieux. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, en 2021, vous publiez un deuxième recueil, Les fines rides du temps. Dont Oui, d'accord, mais tout d'abord, je vais vous dire la genèse des fines rides du temps. J'avais une quarantaine de poèmes qui étaient un peu plus longs, et je me suis adressé à Martine Rouard. Et je lui ai dit, en lui demandant franchement, crois-tu que ça vaille la peine que je les réunisse en une plaquette? Elle m'a dit non, ça mérite mieux qu'une plaquette. Donc, conclusion, j'ai repris mes petits poèmes, j'en ai ajouté quelques-uns, je les ai proposés à mon éditeur. Je lui ai envoyé un mail à mon éditeur en lui disant, voilà, ce sont les fines rides du temps. Je ne sais pas les publier tout de suite, qu'il m'a dit. Mais je préfère ça pour la rentrée de septembre, et c'est comme ça que ça se fait. Préfacé par Martine Rouard, il rassemble des poèmes plus longs que les tercets de Menu Monnet. Patrick Deveau a rédigé une belle recension de cet opus pour l'Association des écrivains wallons. Vous dites y convoquer davantage vos sentiments, voir quelques angoisses ou d'autres fantômes, y entreouvrir la porte de votre intimité. Bon, vous pouvez expliquer? Ben, quand on parle de la fin de la fin de toute chose, quoi, puisque quand notre vie se termine, c'est un peu l'univers qui s'arrête, puisque nous ne voyons plus ce qui se passe après. Donc, quand on parle du temps qui passe, quand on parle de ses douleurs, évidemment, on va plus dans le personnel que dans le petit rapport avec la nature que nous pouvons avoir dans les haïkus ou dans les tercets. Personnellement, j'ai été frappée par l'importance du concept des mots M-O-T-S bien sûr, dans vos poèmes. Baba va nous en lire quelques-uns. Rien. Moins que rien. À peine quelques lettres, à peine quelques mots, quelques lettres et mots d'un poème porté par les vents et que les vents dispersent. N'être rien. J'ai attendu demain. Demain n'est pas venu. J'ai retrouvé hier, revenu au galop, un peu pire toutefois. Au fil des jours, le temps polit mes mots plus paisibles. Illico, la nuit te dévore. Silence. Entends-tu mes mots murmurer dans ces mots? Chaque nuit,
j'offre mes mots au silence, ainsi enfouis, ils se vivent rêve. Mes mots laissés là, comme suspendus, indécis, sur le bout de la langue, mes mots entre deux néants, entre l'avant-dire et l'après-dire, l'instant de mes mots. Que suis-je, sinon un simple assembleur de mots, si fragile pétale détaché de la fleur fanée d'un instant croisé par hasard? Oui, c'est bien dire que quand j'écris, l'occasion fait le larron. Je ne crois pas trop à l'inspiration. Je ne m'installe pas devant une feuille de papier en disant qu'est-ce que je vais écrire, quoi. Non, ça c'est pas ça. L'inspiration, c'est plutôt autre chose. C'est comme une garce qui vous prend, qui vous colle au mur, qui vous possède et puis qui vous laisse là. Ah. Oui, voilà. L'expérience. Mais c'est comme ça que j'écris, quoi. Mais attends, tu n'as pas encore tout lu. Mais tu te sens poète? Oh non, j'aime pas trop cette expression, parce que j'aime bien l'expression assembleur de petits mots. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Il y a des mots sont dispersés, je les rassemble, je les assemble. Moi, j'aime pas trop poète parce que il y a une connotation un petit peu lourde. Quand j'étais plus jeune et que j'étais à l'école, la poésie, c'était... Moi, j'aime la simplicité dans la poésie, quoi. Oui, vous parlez souvent du temps aussi dans la poésie. Vous dites c'est lui qui nous porte et nous supporte. Et que vous avez l'habitude de dire que nul ne prend le temps, que c'est le temps n'appartient qu'à lui. Oui. Oui. Eh bien, on va écouter quelques poèmes à ce sujet. Demain est un autre jour semblable à tous les autres jours, un jour ordinaire, un autre jour ordinaire, comme hier, car hier aussi est un jour ordinaire, comme avant-hier, car avant-hier aussi est un jour ordinaire, tout aussi ordinaire que tous les jours ordinaires avant-hier. Demain est comme aujourd'hui, comme hier et avant-hier et avant-hier aussi, un jour ordinaire que l'on retrouve chaque lendemain. À demain, donc. Voilà, l'instant présent, l'instant présent. Vivre, carpe diem. N'être qu'un instant, frêle esquif sur l'océan du temps. Y naître, y survivre, à l'écart des embruns, des vagues et des vents, même brièvement somptueux. Ah oui, ça c'est... Évidemment, quand c'est bien lu. C'est bien lu, hein. Et... C'est plus beau encore. Et bon, vous parlez aussi souvent de la mort dans vos textes. Bah, écoutez, à 73 ans, Vous on avez commence encore à le se temps, poser quelques petites questions, ça c'est déjà une chose. Et puis, il y a quand même, il y a 11 ans, je suis quand même passé pas loin. Hein. J'ai commencé à avoir le diaphragme qui se paralysait suite à un syndrome de Guillain-Barré. Donc, j'ai passé 10 jours dans un état de conscience extrêmement altéré. Ma fille et mon épouse peuvent en témoigner parce que j'ai vu des complots à l'hôpital, enfin plein de choses, des choses innommables qui se seraient passées uniquement dans mon cerveau dérangé, mais enfin bon. Mais à ce moment-là, quand on est passé par là, c'est... Martine Rouard a dit dans Les ailes battantes que la mort, c'est un petit peu les essayages de... la maladie, c'est un peu les essayages de la mort. Eh bien, je crois qu'elle n'avait pas tort quand on parle de ça. La mort n'est rien. La vie est tout ce que l'on espère. La mort n'est rien,
que ce que l'on attend. La vie est folie, la mort est au bout de la folie. La vie se vit, la mort s'efface. Eh oui, quand on vit, il faut vivre, vivre, vivre. Et l'idée de la mort s'évacue d'elle-même. Patient, il a attendu la mort. La mort est passée, c'est tout. Qui s'en souvient? Éphémère lumière. Je partirai un jour. Demain peut-être, ou plus tard. C'est mieux. Car c'est ce que l'on me dit. Je partirai sans bruit, presque sans déranger sur la pointe des pieds, cueillir les silences, loin de tout, loin de tous, mourir à petit feu, doucement la lumière, telle une bougie qui charbonne, s'éteint. Vous êtes obsédé par le temps qui passe, par la fin inexorable. Oui, là, on y pense, parce que quand on est heureux, moi je reconnais simplement, je peux dire que je suis heureux, j'ai une épouse formidable, j'ai une fille fantastique, j'ai une petite fille délicieuse, donc j'ai tout autour de moi tout ce qui peut me rendre heureux. Mais bon, il est évident que plus ça avance, plus on goûte l'intensité de ce bonheur, et à côté, on sait que c'est pas éternel, quoi. Donc on y pense, oui. Alors, j'ai trouvé l'évocation de l'amour pas toujours très romantique dans vos textes. Hein? On penserait plutôt à l'amour tarifé, je me trompe? Oui, nous n'exagérons pas. J'ai parlé, je crois, dans deux poèmes d'amour tarifé. Mais il y en a un, celui avec la dame qui vient quérir un peu de mépris. Oui, il y a page 57 et 66, je ne sais plus lequel. La page 57, c'est la garce si chaloupante. C'est un portrait, c'est tout. Oui. Faut pas aller plus loin. Bon, on voit ça dans les films, on voit ça on entend ça dans la pièce de théâtre, on le voit dans les romans et tout. Bon, page 57. C'est celui de la page 57, ça c'est vrai. Et alors celui de la page 67 66. Ah oui, il y a le désir, il y a le plaisir, le désir du plaisir, le plaisir du désir, il y a l'envie, l'envie sans désir sans plaisir dans le livide des regrets. Oui, c'est vrai, mais c'est pas très romantique. Non, c'est pas romantique, mais je ne suis pas un poète romantique. Oui, voilà. Sinon, je ferais des grands alexandrins, une longue série d'alexandrins. Que voulez-vous? Moi, je suis romantique, là, évidemment. Lisez le 57 quand même. La garce, si chaloupante, en marche vers le bar, sa coupe de cidre éventée en main. Sans âme, la courtisane invite d'un clin d'œil. Les lumières du bar trahissent son âge. Dans le texte de la page 56, vous m'avez dit que vous évoquiez l'allaitement maternel, oui. qu'il n'y avait rien de sexuel, mais moi je trouve que c'est quand même un peu ambigu. On va demander l'avis de la foule ici présente. Oui, c'est peut-être ambigu, mais enfin bon, c'est... Hein, bon. Pour ceux qui veulent que ce soit ambigu, c'est ambigu. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Je vous l'ai dit directement, oui. Marguerite. Mais j'ai l'esprit mal tourné. Oui. Non, c'est un souvenir oui. D'il y a 48 ans. Oui. Discrète. David, lèvres timides conquérantes, mène l'assaut de ton sein rond, gourmand. Les lèvres de l'enfant qui est allaité sont gourmandes. Hein? Bien sûr.
Alors, page 68, vous revenez effectivement à l'amour moins pas romantique du tout. Non, c'est pas romantique, ça je vous le concède. Je le concède, mais c'est un portrait. Oui. Ça fait partie de notre société. Oui, c'est comme ça. C'est malheureusement, c'est comme ça. 100 sous. Pour la fille à 100 sous. Le passant passe son chemin. Patiente. Elle reviendra demain. Quérir un peu de dédain. Bon, je crois que Oui, c'est très clair. c'est très clair. Bon, c'est un instantané. C'est un instantané. Dans notre société marchande, c'est comme ça. Bon, voilà. Je ne pose pas de jugement. C'est un constat. Il est cru, mais c'est un constat. Alors, avant de parler des chants de Jeanne qui vous est consacré, parlez-nous de vos projets, parce que je sais que vous en avez. Oui. Alors, on vous écoute. D'abord, j'ai un projet avec 3 amis. Ça, c'est important. Je pensais jamais qu'on ferait ça un jour, et puis finalement, on le fait. On le fait, le projet s'appelle 4 jours. Nous avons notre éditeur. Donc, nous espérons avoir le bébé entre nos mains au début du mois d'avril. Et voilà, nous avons écrit chacun 60 haïkus sur 12 thèmes différents. 13 thèmes différents. C'est 13, hein 12 sur 12 thèmes différents, voilà. Et nous avons mélangé nos textes. Voilà. Et nous nous sommes fait un beau cadeau. Nous nous sommes fait un beau cadeau, et ça, c'est un peu moins personnel, mais je serais content qu'on en parle à une prochaine session des chants de Jeanne, peut-être à la rentrée ou quoi, faire quelque chose avec les 3 amis. Si vous êtes bien sage, il n'y aura pas de problème. Alors, donc, parlons de ces chants de Jeanne numéro 30. Ah oui, mais il y a encore 2. Ah ben alors, Il y continuez. a encore 2. Ah, ça, c'est le premier. Alors, 2 projets que j'espère mener dans cette année encore. Il y a d'abord de petites choses, un retour au tercets, comme les menus monnaies, mais des tercets un peu particuliers. C'est-à-dire que j'ai abandonné le haïku traditionnel et je me suis penché sur la vision qu'en avait Jacques Roubaud. Donc Jacques Roubaud, prix Goncourt de poésie en 2021, pour toute son œuvre, puisque le prix Goncourt de poésie est remis pour toute l'œuvre d'un poète. Et Roubaud avait constaté, dans l'Oulipo, que le haïku, qui comporte 5, 7 et 5 syllabes, pour un total de 17 syllabes, c'était tous des nombres premiers. Tous les nombres qui gouvernent le haïku étaient des nombres premiers. Alors lui, il a inventé plusieurs formes. Le 5-3-5, le 3-5-3, le 2-3-2. Bon, chaque fois, ça fait toujours des nombres impairs. Moi, je suis parti du trident, donc du 5-3-5, et j'ai étendu la formule de Roubaud au 3-2-3 et au 2-1-2. D'ailleurs, il y a un exemple ici dedans de 2-1-2. Enfin bon, ça, on en parlera peut-être. Donc, ce sont des tridents fibonacciens, parce qu'ils répondent, les chiffres de ces tridents sont gouvernés par des nombres issus de la suite de Fibonacci. Donc, voilà. J'en ai 162 plus 1. J'en ai 162 plus 1. Si je vais vous donner un exemple d'un, et puis après ça, je passerai, voilà, de petites choses, oui. Ah oui, mais je l'ai mis autre part, celui-là. Voilà. Ça s'appelle ceci. Donc, c'est la préface dédicace que je vous lis déjà, comme ça vous savez. Sache, Olivia, que si j'étais né japonais, je pense que je prendrais grand plaisir à écrire des haïkus de tradition. Et le premier haïku, nouvelle façon, c'est la mère grand-père. Non, petite, ça c'est l'océan.
Voilà, ça, c'est pour de petites choses. Ce sont des... Mais nous pouvons évidemment arriver à des textes beaucoup, beaucoup plus courts, comme par exemple, fin de nuit, un rêve prend congé. Donc, va pas plus. Et alors après ça, je vais revenir à des textes plus longs. Donc, vous en avez déjà vu quelques-uns dans la revue des élytres. Et puis parfois, quand je les ai proposés en lecture ici, donc ça, nous en avons quelques-uns. Voilà. Je mourirai un jour, dit l'enfant. Un jour, mais pas aujourd'hui, ajouta-t-il. Aujourd'hui, je joue. Voilà. D'accord. Voilà, ça, ce sont les deux projets. Les projets, Ouais, voilà. bien. On va parler des fleurs et plus. C'est très bien, ça. Alors, les chants de Jeanne numéro 30, vous les avez intitulés Éphémérides. Voilà, encore le rapport au temps qui passe. Décidément, ce sujet vous inspire. Mais est-ce qu'il vous angoisse? Non, mais c'est peut-être un toc. Ah, peut-être. Peut-être un toc. C'est pas encore de l'angoisse. Non, je ne pense pas que ce soit de l'angoisse. C'est un toc. On va dire un toc, oui. Dans les chants de Jeanne numéro 30, beaucoup de textes sont extraits de Menus Monnaie ou des fines rides du temps. Comment avez-vous opéré la sélection? Sur quelle base? Sur la base du moment. C'est-à-dire que, vous voyez, bien, nous avons des humeurs changeantes. Moi, je ne suis pas aujourd'hui comme j'étais hier et comme je serai demain. Donc, aujourd'hui, j'ai fait une sélection. J'ai fait une sélection qui me semblait bonne, qui me semblait correspondre à ce que je devais faire. J'aurais peut-être mis d'autres textes ou un petit peu raccourcis si je m'y étais pris plus tard ou quoi, ou un autre jour. Mais non, le choix est fait et je l'assume et j'en suis content. Vous avez ajouté quelques poèmes qui font référence à la nature. Quelle est la place de la nature dans la vie de ce citadin de Jean-Luc Werpin? La nature, elle est toujours présente. Nous faisons partie de la nature. Nous sommes la nature. Bon, et puis alors, nous avons des petits endroits où nous allons faire nos petites promenades avec mon épouse et moi. Donc, et nous nous sentons bien en dehors de la ville, mais nous ne sommes pas malheureux en ville. Et ça, c'est romantique. Ah, oui. Oui. Alors, on va lire trois textes des chants de Jeanne. Écoute le silence. Il chante. Nuit blanche, pour compagne la lune. Dans l'herbe, déposer ses pas. Câline, sois câline, sois douce. Un jeu de mots sur être, câline, et la soie. Et peut-être une perspective, là, un peu plus érotique, un peu plus amoureuse. Discrète, l'aubépine fleurit. Partir, revenir parfois. Nuit blanche, mes rêves déserteurs. Nivose, il a peu neigé. Tout un temps, et ça c'est un prochain travail que je dois refaire parce que je l'ai un peu laissé de côté. J'avais animé un travail sur le haïku à partir du calendrier républicain, qui avait été en vigueur en France de 1792 à 1805. Donc, et j'avais extrait ça, Nivose, et puis j'aimais bien Nivose. C'était le mois de décembre, du 22 décembre au 22 janvier, et bon, il a peu neigé chez nous à Bruxelles. Vrai. Et puis on en revient aux mots, toujours les mots et encore les mots. Page 23. Sous le masque, l'exil d'un sourire. Mots et mots. Et mots de mes rêves. Si lointain, l'écho de mes mots. Sur un fil,
la vie funambule. Les mots sont oiseaux. Libres, ils s'envolent des livres, des pages, des phrases et des vers. Ils s'évadent et vivent leur vie de mots. Ils se croisent, se rencontrent, s'acoquinent, se lutinent, s'accouplent. Ils se font fleurs qu'un poète de passage cueille en souriant. Merci Jean-Luc. Voilà, une belle conclusion. Voilà. Et je répondu à vos attentes, Marguerite Marie. Absolument. Ah ben, je suis content. Et pour vous remercier de votre participation à ce bal et masque, cette rose Jean-Luc Werpin ne devrait être pour vous qu'une pierre de Ronsard. Et surtout, n'oubliez pas, maintenant et chaque mois, c'est bas les masques.